sens où on commence à rentrer en fait dans le monde des esprits de la nature. Hein, donc ce monde, c'est un monde qui flirte en définitive dans la relation qu'on peut avoir avec l'imagination. Hein. Pour ça, vous parliez un petit peu ce matin, tu vois, Daniel, tu parlais un petit peu de la confusion entre l'imagination et la capacité à véritablement pouvoir valider en fait ton ressenti. Hein. Ça, c'est quelque chose en fait qui est difficile au début parce que votre seul repère, la seule chose qui vous permet en fait véritablement de prendre le véhicule, c'est de vous on va dire, c'est de prendre le véhicule de l'imagination. Il faut commencer à créer une empreinte et cette empreinte qui va pouvoir ensuite s'infuser et être vécue, du moins être perçue, va être perçue au début à travers votre imagination. Donc c'est un flirt, on va dire, très, très proche en fait de ce qui peut générer une confusion. Donc il faut apprendre en fait à redevenir un petit enfant. Hein. Ça c'est important. Parce que si vous comptez sur votre mental, votre côté raisonnable et rationnel pour vous aider à valider, malheureusement, on est à côté de la plaque parce que le côté raisonnable, il n'y croira jamais. Hein. Il faut presque vous attendre à ça d'un certain point de vue. Il faudra longtemps avant que le mental il valide de manière véritablement claire et qu'il soit lui-même persuadé et qu'il accepte complètement cette réalité. Vous voyez ? Lui, il est là, le mental, ce n'est pas son rôle en fait, ce n'est pas du tout son rôle. Hein, il y a le cerveau gauche et le cerveau droit. Le cerveau gauche, il est raisonnable, il est sensé, il remettra toujours en question ce que vous vivez. Même si Jésus, Krishna ou le Bouddha ou je ne sais pas quel autre être de lumière s'incarnait en face de vous, le mental, il en douterait. Même si vous viviez quelque chose d'extraordinairement fort au niveau d'une expérience, votre mental ne serait pas convaincu par cette expérience. Il trouverait toutes les solutions possibles. Ah oui, mais non, mais c'est du délire. On avait mangé des champignons ce midi. C'est des champignons, après tout machin. Je suis fatigué. En ce moment, il y a quand même des énergies. Je n'ai pas très bien mangé ces derniers temps. Bon, il va trouver des raisons pour contredire quelque part la possibilité, en tout cas, que ce qui a été vécu ou ce qui a été vu ne soit pas vrai. Hein. De toute façon, ça ne rentre pas du tout dans le cadre de sa connaissance. Hein. Donc il ne va pas s'atteler en tout cas à valider la chose. Hein. Le véritable rôle du mental, c'est d'être un garde-fou. Et heureusement qu'on l'a. Hein, ça nous permet aussi de dire oui, voilà, ça c'est comme ça, c'est pas comme ça. Là, il faut que je me confronte à ça. Donc si c'est comme ça devrait faire ça. Il faut bien comprendre que c'est un outil. Hein, un outil qui peut et qui doit être transcendé quelque part. Le cerveau droit, lui, il est différent. Le cerveau droit, il est connecté à tout ce qui n'a pas de sens, à l'abstraction la plus totale. Vous voyez, hein. Si on prend l'exemple de quand vous mangez un tiramisu ou une petite tarte aux fraises, est-ce que le mental peut comprendre le plaisir? Il ne peut pas comprendre le plaisir. C'est hors de sa portée de comprendre le plaisir. Ce qu'il peut faire, c'est comprendre la manière de trouver la recette qui peut générer de nouveau ce plaisir. Hein? Mais il ne peut pas le comprendre, le plaisir. Vous voyez, hein? C'est-à-dire que si le mental ne va pas jusqu'au bout des choses, hein, c'est que la personne ne va pas jusqu'au bout de son discernement et de sa raison. Et dans ce cas-là, c'est qu'elle cache quelque chose et que de ce fait, elle ne veut pas voir quelque chose. Imaginons que quelqu'un se fasse manipuler par quelqu'un, qu'il y ait une manipulation quelconque. Et l'autre personne ne s'autorise pas à se poser la question de ce qu'est fait cette personne, de pourquoi elle parle comme ça, pourquoi elle lui dit de faire ça. Voilà, un manque de discernement en fait, où elle dit mais c'est bizarre, à chaque fois qu'elle me dit de faire ça, etc., c'est quand même un peu osé, j'ai l'impression d'être soumis, j'ai l'impression d'être ceci. Imaginons un peu la chose. Hein. Si la personne ne va pas jusqu'au bout de sa chose et se dit à chaque fois non, mais non, ça doit être normal, c'est pas... Non, mais de toute façon, après tout, il doit y avoir une raison. Elle ne va pas jusqu'au bout de son discernement. Donc de ce fait, le mental n'est plus un garde-fou. Vous voyez ? Mais une personne qui se sert trop de son mental et qui est là, qui analyse tout, le mental, il est trop garde-fou. De ce fait, il n'y a plus de possibilité, donc c'est un juste équilibre en fait, entre la possibilité de juger et de valider quelques expériences qui sont vécues, vous voyez, la capacité en fait de sentir et de réfléchir d'une manière claire aussi de ce qui est en train d'être vécu, et la capacité, on va dire, de juger. Hein, on va dire si là on doit laisser plus de mou ou là il y a quelque chose qui se présente qui doit vraiment être réfléchi. Vous voyez, hein. C'est pareil, on prend la chose, imaginez que vous faites l'amour avec quelqu'un. Hein, c'est clair que le mental il ne peut pas comprendre ça. C'est pas lui. Et vous savez bien pour toutes les personnes, j'ai dit toutes les personnes,
parce que vous tous, vous l'avez fait, mais vous savez bien que effectivement, faire l'amour, faire l'amour, on n'est pas dans le mental, on n'est pas du tout dans le mental. Hein. Et vous voyez bien que si on est trop dans le mental, de ce fait, il y a certaines tensions qui se règlent, une certaine allure, une fausseté qui commence à se mettre en place, un certain détachement qui fait perdre un certain plaisir ou une certaine interaction, même relation avec la personne avec qui on est. Hein. Et on se rend bien compte que pour que l'énergie circule et que la relation puisse se faire, qu'il ne faut plus réfléchir, il faut simplement être, on va dire, vraiment dans le cerveau droit, dans le ressenti, dans la réceptivité. Hein, dans le don de soi aussi, enfin voilà, on rentre vraiment dans des mécanismes qui n'appartiennent plus en fait à la relation qu'on peut avoir avec le mental. Hein. Donc là, il en est de même en fait avec le monde des esprits de la nature, parce que vous savez, on en a vraiment parlé, qu'effectivement les esprits de la nature sont des forces, des fonctions, hein, les consciences qui sont, on va dire, les petites mains de certains mécanismes qu'on retrouve au niveau émotionnel et mental. Hein. Donc tous les esprits de la nature vivent en nous, à travers nous aussi. Hein. Ils sont eux-mêmes, même si on retrouve effectivement, comme je vous disais, on retrouve leur travail, la manifestation de leur travail dans un arbre, dans des plantes et dans la nature en général, mais on les retrouve aussi dans notre manière de s'exprimer, notre manière de vivre nos émotions, de la circulation de nos émotions, de la constitution même de notre corps. Hein. Le battement de notre cœur, les rythmes, tout ça, ce sont des fonctions. Hein. Elles-mêmes empreintes, on va dire, d'archétypes qui gèrent tout ça au niveau des plans formateurs et qui permettent de maintenir tout ça à travers les esprits de la nature, hein, qui permettent de le maintenir au niveau des éléments. Donc, d'un certain point de vue, les esprits de la nature sont tout ce que l'on peut percevoir, leur travail et leur manifestation sont ce que nous sommes fondamentalement. Hein. Si on le prend d'un point de vue un petit peu plus grossier. Vous voyez? Donc, notre système d'interprétation, en fait, et on le verra un petit peu dans les lectures intuitives qu'on va faire, notre système d'interprétation, il fonctionne de manière à créer une cohérence dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend. Hein. Vous voyez que même si je vous fais « Ah bah, c'est comme ça », et puis pas partir comme ça. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Bien sûr, on n'a pas compris. Mais de ce fait, qu'est-ce qui va se passer? Le cerveau va chercher à créer une cohérence dans ce qui a été dit. Il va prendre les trois mots, et dans les trois mots qui ont été créés, il va essayer de recréer un sens. C'est automatique, on ne réfléchit même pas à ça. Vous voyez? Si on regarde au niveau scientifique, on sait que quand on regarde vite fait, notre cerveau, déjà, avec le niveau des yeux, on est à l'envers, il y a une cohérence qui est créée pour que ce soit à l'endroit. On sait que la plupart des choses qu'on voit, c'est le cerveau qui stabilise, en fait, hein, comme une sorte de caméra ultra perfectionnée qui permet de créer une cohérence, en fait, sur la personne pour qu'elle ne bouge pas, pour que voilà, le visage ne bouge pas, etc. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas, on va dire, réel. Hein, c'est qu'il y a des systèmes de stabilisation, de cohérence de tout ça dans le cerveau qui permettent de maintenir l'image, de mettre des couleurs, de faire en sorte que tout ça ce soit cohérent. Hein. Je ne connais pas exactement les ficelles scientifiques, mais c'est quelque chose qu'on connaît, hein, qu'on lit dans Sciences et Vie Junior. Vous savez, dès qu'on est jeune et on nous montre les yeux, les oreilles, comment on entend, comment on voit, que le cerveau il reproduit des couleurs parce que quand on les voit vite ou il ne les voit pas, il garde en souvenir. Vous savez, c'est comme quand on regarde comme ça, si on fait ça et je tourne ma tête là, et ben dans mon cerveau, je garde l'image de ce qu'il y a derrière, alors que ça n'existe pas, puisque ma réalité à moi, elle est là maintenant. Pourtant, il y a une autre réalité, souvenir, donc la mémoire, qui permet de recréer, de stabiliser dans mon cerveau le reste pour créer une cohérence dans la vision que j'ai là. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle vraiment le système d'interprétation. Ce système d'interprétation, il est de même réel pour les esprits de la nature, c'est-à-dire les consciences. Même si on rentre en contact avec des forces qu'on pourrait appeler impersonnelles, il est capable, pour le système d'interprétation, d'en cibler une texture, une densité et une personnalité. Hein, c'est-à-dire que la fréquence et l'information, hein, la conscience, on va dire, vibratoire, va être capable d'être personnalisée. Hein. C'est la même chose quand je vous parlais un petit peu du manifesté et du non manifesté, où on a cet aspect-là du divin non manifesté, dans lequel on va vivre un espace d'éveil, mais qui n'est pas lié à une paix manifestée ou à un bonheur manifesté. Hein. C'est la réalité, c'est notre nature véritable. Et nous avons le divin, là je parlais du divin non manifesté, nous avons le divin manifesté, c'est-à-dire l'aspect
incarné vibratoirement, même divin, du suprême, de l'unité. Hein. C'est pour ça que de ce fait, on peut personnaliser aussi cette vibration divine, hein, et rentrer en contact avec des plans. Hein. Si on parle de Dieu, hein, ou des plans qui sont beaucoup plus hauts en vibration, avec des êtres, des archétypes, hein, vivants, hein, des plans formateurs qui, on va dire, définissent et organisent un peu les schémas et les structures de notre conscience. Hein. Ces êtres-là peuvent être vus comme on va dire, des forces impersonnelles, hein, dans l'expérience. On pourrait très bien le voir comme des mécanismes, simplement une sorte de mécanique, hein, dans le sens où si on rentre en contact, on va avoir une globalité, on va dire impersonnelle des choses. Vous voyez, c'est comme le vent. On voit le vent, pour nous, c'est le vent. Vous voyez ? Mais si on rentre un peu plus profondément avec les dieux, on va se rendre compte qu'on est capable de pouvoir rentrer en conscience avec une personnalité particulière, qui a même un ton, qui a une fréquence, qui a une voix, qui a une odeur, qui est capable de nous répondre. Parce que là, on est dans un système de dualité, d'être à être. Hein. Si on rentre dans un système d'unité, on ne va plus rien percevoir, tout va être complètement impersonnel, juste des phénomènes qui passent, qui n'ont pas de consistance, on va dire conscientielle, individuelle. Mais si on rentre dans le côté personnel des choses et on cherche à rentrer en contact, eh ben, on est dans un phénomène de dualité, mais ce phénomène de dualité, c'est celui dans lequel notre conscience perceptive vit tous les jours. Et de là, le système d'interprétation commun, hein, que l'on a tous les jours et qu'on utilise tous les jours, va se mettre en fonction. Et il va, de ce fait, être capable de trier les informations et de créer un être, en fait, hein, véritablement, du moins de créer une cohérence sur la vibration, sur l'information que l'on retrouve. Vous voyez ? Donc si on se branche pour reprendre un petit peu les choses, on avait fait l'expérience de rentrer en contact comme ça, hein, avec des êtres de la nature, hein, des êtres qui vivent dans les arbres, sur les arbres, ou choses comme ça. Il ne faut pas croire forcément que l'être que vous voyez, c'est un être qui ressemble à ce que vous voyez. Hein, même si effectivement il a pu être cristallisé dans l'invisible, dans un égrégore depuis la nuit des temps, ou que lui-même s'est, on va dire, cristallisé dans l'inconscient collectif de manière à ce que vous le voyez comme ça, etc., etc. Mais on avait vu qu'effectivement dans toutes les traditions du monde entier, ils ne voient pas les êtres pareils, hein, et les esprits de la nature pareils. Même pas les dieux, les grands archétypes, ils ne sont pas vécus pareils. Donc c'est que derrière, il y a un système d'interprétation, hein, lié des fois à une tradition, à une culture, mais aussi à votre propre système personnel, qui va vous permettre de créer une cohérence, hein, sur cet être ou cette présence que vous allez percevoir. Mais pour vous autoriser, hein, vraiment vous autoriser à vivre, hein, cette rencontre, bah, il va falloir effectivement que l'on s'autorise à redevenir un petit enfant, parce que le mental aujourd'hui d'un adulte, il n'est pas capable d'accepter cette fluidité. Pour se rendre vraiment réceptif et perméable, il faut redevenir ce petit enfant qui est là, qui découvre chaque jour. Tiens, donc il faut enlever presque la définition qu'on a aujourd'hui d'un arbre, hein, que l'on peut avoir d'une plante ou de quoi que ce soit, et s'autoriser à laisser percevoir un être et à discuter avec lui, à devenir, je ne vais pas dire naïf, mais à s'autoriser à laisser le mental de côté et à vivre cette relation, même si ça paraît complètement stupide et loufoque. Hein. Parce qu'au début, vous allez voir qu'on va être obligé de projeter, pour pouvoir créer ce véhicule, une sorte de laisser l'imagination, hein, se laisser emprunter quelque part par ces fréquences et ces informations, pour pouvoir ensuite les laisser s'exprimer à travers notre imagination. Et à travers notre imagination, des symboliques particulières, des forces vont pouvoir prendre forme, hein, quelque part, et créer une cohérence ou une symbolique, hein, même parfois, ou des fois véritablement une réalité, hein, vibratoire, même visuelle, qui vont nous permettre de savoir à qui on a affaire et de pouvoir rentrer en contact, on va dire véritablement, de manière consciente, hein, avec ces êtres-là. Vous voyez ? Vous voyez, on voit un nuage avec un éclair. Quand on voit les éclairs et l'orage, on va dire, bah oui, c'est les orages, c'est les éclairs, c'est impersonnel. Hein. Vous voyez, c'est juste un phénomène, le mental, il va prendre ça comme un phénomène totalement mécanique, chimique, hein, des choses. Vous voyez ? Mais si on rentre un petit peu plus profondément dans le monde des esprits de la nature, les éclairs et ces forces et même ces interactions, hein, chimiques ne sont que la rencontre d'entités, la rencontre de forces invisibles, hein, qui à un moment lie entre elles une interaction particulière qui génère de ce fait une troisième force qui va être par exemple les éclairs. Hein. Et dans ces éclairs-là, on va reconnaître et en se branchant dessus, on va pouvoir rentrer en contact avec la conscience d'une force du feu ou de la foudre,
qui est elle-même la même conscience que l'on peut retrouver, mais qui peut être même très personnalisée par ce simple rayon et cette simple éclair qu'on a vu, où un être est né et est mort dans l'instant même. Vous voyez, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on retrouve des fois dans certaines traditions chamaniques ou au niveau du panthéon, hein, de certaines traditions, où on voit les différentes reines, vous savez, les déesses avec tout le panthéon. Hein, bon, il y a différentes forces, hein, généralement 12 forces, hein, avec un gardien, le gardien qui se... Bon, sans rentrer dans les détails. Et on va retrouver des dieux qui s'entendent entre eux, d'autres dieux qui ne s'entendent pas. Et quand certains dieux se rencontrent entre eux, ils ont déjà fait une fille, mais ils ne s'entendent plus du tout. Mais cette fille, elle ne voit plus ses parents, mais elle est, on va dire, elle fait des catastrophes à chaque fois. En fait, toute cette compréhension traditionnelle des différentes forces ne sont qu'une explication, on va dire, des forces impersonnelles, personnifiées de la nature, et une explication qui permet des fois de pouvoir comprendre plus clairement en fait, les interactions avec les forces. Vous voyez, hein? Et quand on rentre vraiment dans la tradition et dans les écritures traditionnelles, et on arrive à en lire, hein, on va dire, à éponger hein, ce qu'il y a en dessous de ce petit conte pour enfants, eh ben, on commence à rentrer dans toute une culture métaphysico-ésotérico-occulte, hein, qui permet en fait de pouvoir comprendre derrière, effectivement, toutes les différentes forces, à quoi elles sont liées. Et quand on comprend un peu les différents panthéons des différentes traditions, eh ben on arrive des fois à comprendre qu'effectivement le frêne, c'est lié à tel type d'eau, à tel type de rivière, qu'il y a tel type d'animal est lié à tel type d'élément, mais à la rencontre des deux éléments, donc quand ces deux éléments vont, eh ben effectivement, le bois est en interaction avec, donc ce fait les esprits nature qui sont liés, c'est toute une compréhension en fait de la mécanique de la nature, vous voyez, hein? Mais ça, on peut s'en rendre compte que quand nous-mêmes on a réalisé ça, et qu'ensuite on vient et on commence à rentrer en contact avec des traditions chamaniques, Dogon ou autres, etc. Donc on arrive à lire et on se dit mais c'est incroyable en fait. Tout avait été compris, avait été fait. On avait déjà fait la relation en fait entre les planètes, la conscience, les émotions, les fréquences, les informations individuelles, les natures, les forces et les animaux de pouvoir par lesquels on est adombré en fait, hein, qu'on a revêtu dans nos corps subtils et qui vivent en définitive à travers nous. Hein, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant. Après, comme ça paraît un petit peu complexe parce que je le sors un petit peu du chapeau comme ça. Hein. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Vous voyez? Parce que tout ça, le monde est un livre ouvert, la nature est un livre ouvert. Hein. Dans chaque petite chose, hein, chaque petite réalisation, une goutte d'eau sur une feuille, un éclair, une brume qui passe, hein, un coup de vent et une plante qui bouge, dans chaque centimètre cube hein, de l'univers vit la totalité de l'univers. Hein. Et c'est pour ça que c'est intéressant que toute cette conscience et cette capacité de pouvoir véritablement nous ouvrir à ce monde-là et en comprendre les réalités, on peut le vivre dans notre propre conscience. Hein. C'est pour ça qu'à un moment, il y a vraiment le système de on va dehors, on voit les plantes, on apprend à voir tout ça, à les connecter, à voyager dedans et à percevoir, parce qu'on ira faire beaucoup de balades dehors et suivre les esprits de la nature, apprendre à les reconnaître, avoir leur rôle. Vous allez voir qu'il y en a qui sont postés à des endroits, qui font des travaux particuliers, essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Hein. Mais il ne faut pas oublier que tout ça, ça vit en nous. On a les mêmes processus qui vivent dans notre propre conscience. Hein. Et c'est intéressant pour ça de prendre le temps, véritablement, d'être capable, on va dire, d'avoir une introspection, on va dire, méditative ou autre, mais on va dire assez régulière, pour nous permettre de rentrer en contact aussi avec ces mécanismes et ces phénomènes intérieurs, et d'être capable de les voir et de les percevoir. Hein. Parce que vous allez voir, c'est par cette profondeur intérieure, hein, votre détachement aussi au phénomène, votre capacité à les voir et à les percevoir, que vous allez vraiment pouvoir entrer dans une collaboration beaucoup plus efficace avec les esprits de la nature. Hein, une personne qui se contente simplement une expansion de sa conscience hein, en imaginant vraiment un partenariat, on va dire, avec les forces de la nature, il se met le doigt dans l'œil quelque part, hein, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez ? C'est comme quelqu'un qui dit « Ah bah oui, je vais aimer l'autre en lui donnant comme ça mon amour ». Vous voyez bien que ça ne marche pas comme ça. Vous lui préparez un petit thé, vous lui offrez des fleurs. Si vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous voyez ce que je veux dire? La personne va dire vite fait, oh là là, c'est vital, c'est énervant son truc, quoi. Il me colle, il veut m'aimer, mais c'est pas comme ça quand même. Vous voyez? Ça peut être un petit peu dérangeant. Alors que si vous réalisez la chose, vous allez comprendre que si vous voulez véritablement aimer l'autre et aimer les autres, ben, il faut d'abord vous aimer vous-même. Et oui, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas.
Fondamentalement, c'est une loi de la nature. À partir du moment où vous allez être capable de vous aimer vous allez vous accepter vous allez accepter les autres. À partir du moment où vous allez être capable de vous aimer profondément et d'accepter ce que vous êtes, vous allez véritablement être capable d'aimer l'autre et de l'accepter tel qu'il est. Hein? Alors ça paraît logique avec de l'argent. Hein? C'est que si vous avez de l'argent, vous pouvez en donner, là on est tous d'accord. Hein, si on prend ça, hein, avec la matière, avec quelque chose de plus clair. Mais c'est la même chose au niveau de notre cœur. Et c'est la même chose au niveau même de notre compréhension. Comment voulez-vous expliquer quelque chose à quelqu'un si vous ne l'avez pas compris vous-même? C'est pas possible. Vous vous en mêlez les pinceaux. Vous voyez, hein? C'est un petit peu la même chose en fait dans l'explication. Et c'est pour ça que vous avez remarqué qu'effectivement, on fera beaucoup de méditation, hein, pour pouvoir permettre aussi de ce contact aussi au divin et un aspect plus haut, hein, à une altitude et aussi à une profondeur, pour être aussi... cela nous permet de mettre en lumière nos capacités et notre conscience et qu'on soit pris en charge et aussi protégé, hein, dans tout le travail qu'on va faire.